Bonsoir à tous les deux, bonsoir à tous, bonsoir à Maury Levillayer, bonsoir Maya Cousino-Molène. C'est déjà la 322e rencontre Vlil et je suis ravi de vous recevoir tous les deux. C'est toujours un petit événement à chaque fois qu'on reçoit un auteur des éditions de Paysages, tant notre histoire commune est forte, les auteurs qui sont passés dans cette émission-là ont eu des voix singulières et particulières de différentes communautés autochtones. Et je trouve que c'est encore à chaque fois une nouveauté, à chaque fois quelqu'un de singulier. Et cette fois, c'est de la poésie. Et je suis ravi que les éditions de Paysages se soient mis à la poésie, publient de la poésie tant la langue Innu euh, contient tant de poètes, contient tant de poésie, contient tant de lyrisme parfois. Alors je suis ravi, Amaury, et j'aimerais que tu nous parles Mm, déjà, en préambule, de cette... alors ce n'est pas une nouvelle collection, c'est toujours la mm, collection Talisman. Ce n'est pas une c'est ça. nouvelle collection, mais les éditions de Paysages ont décidé de publier de la poésie, et ça commence notamment avec Maya Cousino-Molène. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça pouvait pas commencer autrement que par Maya, parce que c'est évident que euh, si on si on parle de la poésie autochtone francophone, c'est aujourd'hui sans doute ce qu'on peut trouver de mieux, ce qu'on peut avoir de mieux en termes euh, d'écriture, mais également de thématiques de combats qui sont portés par les autochtones en général, mais par les femmes évidemment. Donc on trouve un petit peu tout dans cette poésie de Maya, mais c'est vrai qu'on peut généraliser à l'ensemble de la poésie autochtone. Et ce qui nous a fait en fait aller vers ce choix, c'est que contrairement au roman, mais ça on en avait déjà parlé un petit peu, contrairement à la fiction, euh, ça fait très très longtemps qu'en fait les autochtones, à travers la littérature orale, faisaient des formes d'écriture brèves, finalement, faisaient de la poésie, même si le mot, comme l'a rappelé une fois Joséphine, n'existe pas en Innu et qu'elle se dit elle aussi être poète sans le savoir. Mais effectivement, c'était une forme qu'on retrouvait depuis très très longtemps, mais tous les spécialistes le disent, c'est finalement quelque chose dans lequel, une forme d'écriture dans laquelle les autochtones ont beaucoup d'expérience, alors que le roman est quelque chose qui est venu plus récemment, on l'a dit, hein, au Canada, rien qu'au Canada, c'est dans les années 50. Alors qu'effectivement, les formes brèves, formes fragmentaires, sont bien plus anciennes que ça. Alors, juste aussi pour faire un point, parce que souvent j'entends, il y avait une littérature orale, puis il y a une littérature écrite. C'est effectivement pas si simple. On n'a pas peut-être ce soir avec nous forcément les spécialistes de la langue, voire de la linguistique, mais il se trouve quand même que ça fait longtemps qu'il y avait des écritures orales et on va dire une littérature orale et une littérature écrite qui pouvaient coexister. Je pense par exemple aux littératures de territoire qu'on appelle aujourd'hui l'écriture du territoire, les bâtons à messages qui pouvaient être plantés à droite à gauche pour suivre des traces, pour donner des indications aux différents chasseurs. Beaucoup de spécialistes considèrent qu'en fait c'était déjà une forme d'écriture. De même pour les pictogrammes. Donc, il n'y a pas on va dire une coupure très franche entre la littérature orale d'avant finalement les contacts avec les Européens, puis une littérature écrite. C'est quelque chose en fait qui s'est sans doute très mêlé, mais c'est vrai que les formes fragmentaires, les formes courtes, celles qui se prêtent à la scansion existent depuis bien longtemps. Après, il faudrait aussi évidemment rentrer dans les un petit peu plus même dans la géographie, dans la culture, et voir entre chaque nation quelle était la différence, quelle était la chronologie. Et là, je ne suis pas évidemment à même de le faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est des choses complètement, c'est un domaine complètement à défricher, en devenir quand on s'intéresse à ça. Donc c'est vrai que pour nous, c'était important d'aller vers ça, parce qu'en fait, c'est peut-être une des formes privilégiées par les autochtones, une forme d'expression privilégiée. Et pourquoi on s'y est mis un petit peu plus sur le tard? Parce que vous le savez aussi sans doute, la poésie, c'est un domaine qui n'est pas facile à défendre en France. C'est peut-être pas la même chose que pour les nouvelles, où souvent on nous dit les nouvelles, ça marche pas en France. En réalité, ça dépend qui les écrit. Les nouvelles de Stephen King fonctionnent toujours très bien, et quand on fait nous des nouvelles, c'est plutôt le libraire qui a tendance à se dire, ou la libraire, bah ça va pas être si évident à vendre, et sans doute ils nous le disent avec raison. La poésie, il nous a fallu effectivement aussi un peu plus de temps parce qu'il fallait en discuter avec le diffuseur, avec le distributeur. C'est des choses parfois nouvelles pour tout le monde. Et il faut donc trouver aussi un relais auprès des libraires, une façon tout simplement de les intéresser à ces textes-là. Euh, D'un autre côté, j'avais affaire à, on va dire, un potentiel, à un réservoir de textes immense, contrairement, là encore, au roman, à la fiction. Il y a énormément d'autrices et d'auteurs, tant francophones que anglophones au Canada, qui écrivent des merveilleux recueils, qui ont parfois en plus l'intérêt pour les libraires d'être
relativement court. Vous savez que ça aussi, ça compte beaucoup parce que dans l'acte d'achat, pour toutes et tous aussi, c'est une façon de se mettre rapidement au poème, au recueil, de l'emmener avec soi. Donc, il y avait toute cette idée derrière de le faire quand on serait prêt. Et commencer par Maya, parce que je vous l'ai dit, moi, parmi les premiers recueils que j'ai lus, mais en tout cas qui ont vraiment résonné en moi. Et on le disait tout à l'heure, Anthony, une très très grande difficulté même à choisir des extraits, tant chacun des poèmes en fait, voilà, provoquait quelque chose, une émotion, une sensation. Selon en plus l'humeur qu'on peut avoir, parfois on en ressort émerveillé avec une envie de combattre, d'autres fois on se dit ah oui quand même effectivement il y a une forme d'injustice et heureusement que certains réservent une balle pour le faire, et en tout cas pour le crier. Donc ça c'est vrai que c'était là un peu la difficulté pour nous de faire le choix parmi ces extraits, mais ça s'est imposé tout seul en fond du week-end, en fait. Moi, de toute façon, j'ai voulu commencer par ça, c'est ce que j'avais dit à Maya, si on se lançait en poésie, on commencerait par ton recueil. J'avais lu son précédent, en plus, que j'avais évidemment beaucoup aimé, et il est bien accueilli, ce recueil, qui a l'air d'être le cas pour l'instant. Évidemment, j'espère qu'on ira vers publier ce qui avait été son premier recueil aux éditions Anne et Norac. Donc, c'est un petit peu pour toutes ces raisons qu'on a voulu le faire et le garder dans la collection Talisman, parce que c'est une forme de littérature et qu'on va être amené justement à essayer d'en intégrer d'autres. Là encore, c'était une réflexion qu'on a eue. Est-ce que c'est à nous, avec notre perception occidentale des choses, de définir de mettre des étiquettes, de définir des catégories d'écriture, ou c'est plutôt d'essayer de revoir la littérature au sens très large et d'accepter d'autres formes d'expression, évidemment la poésie, mais peut-être, on l'a déjà fait d'ailleurs, le récit, l'autobiographie, et pourquoi pas des formes d'essai. Après tout, là encore, c'est plutôt à l'auteur et à l'autrice de déclarer son intention en disant finalement dans quel segment, sous quelle forme elle se sent le mieux à s'exprimer. Euh, Évidemment, celles et ceux qui l'ont acheté ont vu qu'il y avait quand même une petite différence. On voulait la singulariser au sein de cette collection Talisman, c'est le format notamment, et la ligne graphique, on l'a changée pour tout un tas de raisons. La première, vraiment essentielle, c'était d'essayer d'homogénéiser un petit peu, de rompre avec le travail que faisait Olivier Mazoué aussi sur les couvertures, pour se concentrer essentiellement sur le texte et trouver quelque chose de commun. Alors au départ, là aussi, petite histoire, c'est qu'on a voulu aller vers les Premières Nations pour la poésie, en se disant qu'effectivement, cette forme d'écriture se trouvait très peu chez les Inuits, en revanche, majoritairement chez les Premières Nations et un peu chez les Métis. Donc on allait trouver des formes symboliques qui permettaient finalement une adhésion au moins des Premières Nations et des Métis. Mais il se trouve que depuis quelque temps, certains spécialistes me font passer des textes de poésie inuite, donc là encore, il y aura sans doute des choses à faire. Mais évidemment, pour symboliser quelque part la poésie des Premières Nations, on voulait aller vers euh, mettre en avant des symboles forts comme la tortue, l'île de la tortue, bien sûr, qui est une forme d'adhésion assez générale chez les Premières Nations. Le cercle, on en avait parlé aussi avec Maya, cette idée que, bien sûr, tout est cercle, la vie est un cercle pour les Premières Nations. Et puis après, la fantaisie telle qu'on l'a choisi nous, de mettre dans ce sens-là plutôt que dans un autre, après, c'est plutôt un travail de tout simplement je dirais de communication. Est-ce qu'on met le nom de l'auteur, le nom du titre dans le même sens, inversement? On en a discuté aussi avec Maya qui préférait comme ça. Et enfin, la couleur rouge, ça s'imposait bien sûr, étant la couleur des Premières Nations. Donc c'était un petit peu ce choix-là, sobre. On va à l'essentiel. Ça se repère évidemment sur une table de libraire. Le format, il est un petit peu plus petit avec une envie d'être un peu plus précieux aussi. Et puis, il est dans le même ratio que les autres livres, que ce soit de la collection Talisman ou nos essais. En fait, c'est à peu près le même ratio. C'est-à-dire, si on prend la hauteur et la largeur, on tombe à peu près sur le même chiffre. Donc, on voulait garder cette homogénéité. Et puis, l'intérieur, on a conservé du papier de qualité, même si je dois vous avouer que l'imprimeur s'est un petit peu planté pour le recueil de Maya avec la mauvaise teinte, c'est-à-dire qu'on a une teinte blanche au lieu d'avoir une teinte ivoire. Donc ça, évidemment, c'est malheureusement des choses qui arrivent qu'on ne peut pas toujours maîtriser au niveau de la chaîne, mais ça reste le même papier Munken auquel on est habitué dans la collection. Et puis ce côté précieux se traduit aussi par une écriture qui est relativement fine, petite, parfois un peu trop petite pour les moins de 40 ans d'après ce que j'ai compris. Donc il va falloir qu'on fasse attention à ça. Mais voilà, il y avait une idée d'un peu d'un écrin, de quelque chose d'assez précieux pour porter cette écriture qui effectivement est merveilleuse, qu'on aime ou pas la poésie. Alors pour terminer, j'ai eu plusieurs libraires qui m'avaient dit effectivement, bon, la poésie, c'est pas si simple. Moi, la seule chose que je leur ai dit, c'est vous n'aviez jamais lu
de poésie avant de lire ça. Et j'espère que c'est ce que vous avez aussi ressenti à la lecture de ces textes-là. D'ailleurs, en discutant avec, par exemple, Claire Tastet, qui est une habituée, mais qui, je sais, aujourd'hui, ce soir est retenue ailleurs, elle me disait qu'elle aurait eu du mal, effectivement, à catégoriser véritablement cette écriture-là. Largement pamphlétaire, extrêmement moderne, contemporaine, avec une forme de scansion qui pourrait être slamée. Je sais pas, Maya, après, si tu en parleras aussi, c'est des choses que tu envisages ou c'est des artistes qui envisageraient, mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement contemporain et qui parle en plus énormément aux jeunes. On espère aussi que des profs pourront s'en emparer, parce qu'en tout cas au Québec, c'est le cas et ça passe très très bien. Donc voilà pour cette longue introduction, mais j'en dirai moins la prochaine fois si on accueille effectivement d'autres auteurs et autres autrices dans cette collection-là et qu'on en parle. Mais voilà, c'était important. Toujours un plaisir de t'écouter, Amaury. Alors, Maya, j'aimerais qu'on parle évidemment de vous. Alors, vous avez reçu la plus haute distinction littéraire du Canada, le prix du gouverneur général. Entre autres, vous êtes poète, vous êtes autrice et poète inou engagée. Vous avez notamment œuvré pour les jeunes, et on parlera de la jeunesse tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un vecteur ou un canal qui vous intéresse particulièrement de pouvoir éduquer ou en tout cas transmettre l'information du passé, transmettre une mémoire et transmettre peut-être une certaine résilience. J'aimerais que vous nous parliez déjà, dans un premier temps, de votre rapport à la poésie, de votre rapport à la littérature. Est-ce que littérature et poésie sont connivents? Comment vous êtes arrivé finalement à écrire sur des sujets aussi douloureux, difficiles et à la fois nécessaires? Oui, merci à tout le monde qui sont là. Merci de prendre le temps de venir nous écouter. Merci pour l'introduction à Maury et monsieur pour les questions. Euh, écoutez, moi j'ai grandi dans un milieu, comme on sait dans ma biographie, j'ai été adoptée par des parents québécois, mais dans la vision de l'adoption traditionnelle qu'on a chez les peuples autochtones. Donc, au lieu d'avoir une adoption, ce qu'on est coupé de notre famille, chez les Autochtones, on reste en lien avec notre famille, famille élargie, famille immédiate. Et ma mère, Inou, a fait le choix elle pouvait donner son enfant à une tante, un grand-parent, un frère, une sœur ou un ami, et elle a choisi un couple d'amis. Et heureusement, ces gens-là mes parents, étaient des gens d'avant-garde pour l'époque. Bon, ça ne me rajeunirait pas, je suis née dans les années 75. Et mes parents avaient beaucoup, beaucoup de livres. Donc, ils savaient que déjà, je me préparais à une certaine solitude à l'époque où je naissais. Puis vous savez comment les Autochtones à l'époque, c'était impopulaire ou même condamné à disparaître suite à la loi sur les Indiens, après les pensionnats, après la rafle des années 60, 70-80. euh, on ne devait pas survivre. Et mes parents vivaient à côté d'une communauté autochtone, mais ils savaient que je devrais, dès mon enfance, faire face à un certain racisme, puis aussi à une certaine solitude, autant du côté des miens que du côté québécois. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon imaginaire, c'est la lecture. Et mes parents avaient des livres beaucoup sur l'histoire de l'Europe. Et bon, en français, donc, après que j'ai eu passé les livres de Walt Disney, et mes parents aussi lisaient des histoires quand j'étais enfant. Ils m'encourageaient beaucoup à lire aussi. J'ai appris à lire assez jeune. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à la comtesse de Ségur, me suis toute tapée, que j'ai toutes lu les livres qu'on avait sur elle. Et d'ailleurs, je les ai retrouvés pour l'équivalent de 15 euros l'ensemble de la collection ici au Québec. Et la bande dessinée Yoko Tsuno, mais aussi, il y avait beaucoup de livres aussi sur l'histoire. Puis aussi sur les grands personnages historiques, que ce soit Élisabeth Ier, Louis XIV, Richelieu, Mazarin, Goya, Velázquez, donc tous des noms que moi, je me suis habituée assez jeune, mais que d'autres découvraient sans doute plus tard et dans d'autres contextes. Moi, il faisait partie de l'imaginaire et il peuplait ma vie. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir des amis, tout ça, mais je vivais vraiment une époque où être autochtone, c'était pas la saveur du moment. Et c'était pas la tasse de thé de grand, grand monde. Donc, mais mes parents savaient que en m'adoptant, je partais deux coches en dessous en étant femme et autochtone, donc membre des Premières Nations. Et ils m'ont encouragé toujours à me dépasser, à lire, à m'impliquer socialement, politiquement.
Mon père, je me rappelle toujours, j'entends mon père écrit, écrit. Mon père lui-même tenait son petit journal de bord et m'encourageait à écrire. Et c'est l'équivalent du secondaire, ici, secondaire 4. Justement, je parlais avec quelqu'un de cette professeure-là, Madame Martine Néron, qui nous initiait à la poésie. On avait un cours, on avait un secteur sur la poésie, une section, excusez-moi. Et c'est là que j'ai accroché à ce type d'écriture. C'était tourmenté, on nous faisait lire Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Verlaine, en tout cas, bref. Et soudainement, j'ai accroché. Il y avait une souffrance qui m'interpellait parce que tout adolescent, toute adolescente vit une certaine souffrance. Juste la traverser et d'y survivre, c'est un recueil en soi. Et j'ai réussi en fait, à intégrer ce style littéraire. Puis en fait, c'est le seul cours de poésie que j'ai eu dans ma vie. Le reste, ça a tout été par les expériences de vie, puis le fait que je suis beaucoup impliquée en politique autochtone, dans le monde des Premières Nations. Tu sais, j'ai plus de 27 ans d'expérience dans ce monde-là maintenant. Donc, j'ai été dans bien des domaines, mais toujours en lien avec les Premières Nations. Et le Canada traverse une période d'adolescence un peu houleuse en termes de réconciliation, de redécouvrir les peuples autochtones, d'essayer de trouver des chemins de bonne entente, de collaboration, de co-création, parce que je ne suis pas trop folle du terme réconciliation, personnellement. Je pourrais l'expliquer plus tard, mais tout ça m'a nourri, en fait, et la langue française s'est offerte comme un outil d'elle-même, que ce soit par la plume, par ses mots, par ma soif de connaître d'autres synonymes, de découvrir d'autres termes, d'utiliser même des fois des expressions, des mots de vieux français pour l'évoquer dans un poème pour toucher, oui, des thèmes très autochtones, très actuels, mais pour aller toucher l'autre. Tu sais, oui, maintenant, on fait subir aux étudiants du collège ma poésie. Je suis comme l'équivalent de la Madame Bovary. Je pensais jamais me rendre là, d'ailleurs, personnellement. Mais si on veut trouver mon livre à peu de prix, on a l'équivalent là, de marché aux puces sur Facebook. Et je vois souvent mon livre vendu par des étudiants après, au coût très, très onéreux de 5 $, donc 3,50 € chez vous. Mais je trouve que c'est bien pour un écrivain de passer par ces phases-là. Donc, tout ça a fait que puis j'ai écrit pendant longtemps sans chercher à publier de manière désespérée. Je prenais vraiment mon temps parce que ça fait depuis 97-98 quand Maurizio Gatti est arrivé à l'Université Laval, qu'on a eu une certaine poussée de la littérature autochtone francophone, il a réussi, il a été d'un très grand coup de main à nous mettre, entre guillemets, comme on dit, sur la map, donc de nous mettre au plat du jour. Et depuis, ça ne fait que grandir. Oui, exactement. Amaury présente la refonte de son anthologie. Il l'a remis à jour. Et s'il n'aurait pas fait ce grand travail, de, de pèlerin. Je pense que ça a été son propre chemin de Compostelle. Il a pris son sac à dos, puis il a été dans toutes les communautés autochtones francophones, en tout cas une grande partie, pour justement se faire connaître, lier des liens d'amitié différents. Tu sais, il n'était pas nécessairement là comme, faut pas dire colonisateur ou quelque chose de même, mais il arrivait avec un statut différent qui intriguait les gens des communautés. Et c'est une personne très facile à se lier d'amitié. Donc, ça a beaucoup facilité les rapports entre les gens des communautés et à avoir notre confiance pour justement lui prêter nos textes pour qu'il puisse les publier. Et de là, tranquillement, je prenais vraiment mon temps, je publiais dans des revues, je publiais dans des anthologies, je faisais quelques lectures publiques et les gens me disaient, mais pourquoi tu publies pas, Maya? Tu sais? Mais je n'avais pas encore les conditions gagnantes pour le faire. Et c'est qu'en 2018 que je suis arrivée, je travaillais, excusez, j'ai 4 chats à la maison, donc ça se peut qu'il y ait un petit fond sonore. Et c'est là que j'ai trouvé justement le lieu, on parlait d'écrin, de nid, où ce que j'ai pu colliger ensemble mes textes, en écrire des nouveaux et tranquillement publier, prendre le temps de publier. Donc, c'est comme ça que Bréviaire du matricule 082 est né.
et aussi enfant du lichen. C'est grâce un peu à l'univers de l'architecture que ça a donné naissance, entre autres, merci beaucoup, à ma poésie et de pouvoir la partager avec vous parce que, comme vous avez pu voir, j'ai deux préfaces intéressantes, une de Madame Nouchkine, une de Madame Sixous. On pourra en reparler plus tard. Donc, on va se donner une chance pour les questions. On va en reparler en effet plus tard. Il y a une phrase qui m'a interpellé dans le recueil. Il n'y en a pas qu'une évidemment, mais il y en a une particulièrement, notamment sur le côté identitaire. Vous écrivez: que reste-t-il de l'Inu en moi? Finalement, dans toutes ces strates, notamment au niveau de l'adoption, au niveau du côté européen aussi, on a l'impression que l'Europe vous a apporté culturellement le Québec, le Canada, les peuples autochtones. On a l'impression que l'identité, elle est extrêmement éparse, elle est difficile à cerner. Finalement, que reste-t-il de l'Innu en vous? Mes traits, mourir. L'amour que j'ai pour ma communauté, ma nation, le lien avec ma famille, euh, mon côté combatif pour se faire respecter. C'est quelque chose, travailler dans le monde des Premières Nations, c'est vocationnel. Tu fais pas ça pour le succès et l'argent, tu fais ça parce que tu es là pour défendre une humanité qu'on a voulu longtemps effacer, qu'on a voulu annihiler, éliminer, exterminer. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a réveillé quelque chose au niveau de l'injustice, puis de l'injustice politique, de l'histoire, de la vision des fois un peu arrogante des non-autochtones vis-à-vis nous. Et comme j'avais ma famille québécoise, mais mes parents, surtout mes parents, euh, mon père et ma mère étaient des gens qui nourrissaient beaucoup mon militantisme, on va dire. Et ma mère m'a donné beaucoup de sens de la répartie. Donc, c'est des choses qui ont réussi, je pense, à garder l'Innu en moi vivante. Pendant longtemps, j'ai voulu l'effacer, mais quand je me regardais dans le miroir, je la voyais tout le temps, là. Je veux dire, je comprenais pas pourquoi. Et puis comme l'histoire était tellement pas enseignée, c'est vers l'âge de 15-16 ans que on a un centre d'achat pas loin de chez à cette île sur la côte nord qui s'appelle les Galeries Montagnaises. Et c'est juste vers cet âge-là que j'ai compris pourquoi ce centre d'achat s'appelait comme ça. Parce que nous, à l'époque, les curés nous avaient rebaptisé les Montagnais. Maintenant, on dit seulement les Inuits. J'utilise souvent le terme Innu montagnais pour faciliter auprès des gens parce que j'ai grand rôle de. J'ai à cœur de bâtir des ponts, puis c'est ce que j'ai fait pas mal toute ma vie aussi. Donc, c'est. En gros, c'est ça. Je pense que ce qui reste de l'Innu en moi, c'est ce qui tient aussi le côté de guerrière pacifique. Là où j'aimerais aussi intervenir, c'est sur les choix. Alors, les choix d'Hélène Sixous et également les choix d'Amaury, notamment sur le fait de, on le redit souvent, mais c'est important pour ceux qui n'ont pas vu les autres rencontres avec des auteurs Innu, c'est le fait de ne pas traduire les termes Innu dans les textes. Ça, c'est le principe même d'Amaury et je crois qu'Hélène a choisi de n'accorder aucun mot Innu dans sa préface. Alors, il me semble que c'est Hélène. C'est peut-être Maya, je ne sais pas. Tu vas peut-être me dire, Amaury, mais j'ai cru comprendre que c'était Hélène dans sa préface. C'est aussi des choix forts parce que le langage et la langue et les termes inou ont aussi un sens particulier et finalement difficile de traduire, mais aussi pour marquer, pour être une sorte de marqueur culturel, d'appropriation. Il faut absolument que les choses ne soient pas constamment traduites et données au lecteur. C'est aussi bien qu'il fasse sa part de curiosité, qu'il laisse place à sa curiosité. Ben, qui répond à Maury? Oui, oui, je veux bien te dire un mot là-dessus, mais c'est vrai que là, on a eu un échange déjà avec Maya Soukro qui d'emblée m'avait dit, attention, euh, j'ai pas du tout l'intention de finalement de retoucher le texte dans le cadre d'une nouvelle édition en France. Là aussi, pour ceux qui nous lisent, vous avez cette habitude, moi non plus, je refuse de retoucher de toute façon le texte, sauf si c'est l'occasion justement pour l'auteur ou pour l'autrice d'apporter quelque chose de nouveau, de neuf, mais en aucun cas il y a une francisation à l'œuvre. Et puis encore moins lorsqu'il s'agit effectivement de termes autochtones. Là, on s'est mis d'accord tout simplement sur l'adoption des termes et de l'invariabilité du terme Innu, par exemple, des choses que défendaient déjà Maya ailleurs ou Natacha Canapé-Fontaine également.
qui sont pas d'ailleurs forcément des choses acceptées par l'Office de la langue québécoise, hein, puisqu'ils ont tendance plutôt à l'accorder. Mais c'est un choix qu'on a fait dès le début, parce que comme tu le dis, Anthony, mais là, je pense que Maya le dira encore plus, c'est que évidemment des langues qu'on a tenté de faire disparaître pendant longtemps. Donc le but, c'est mais je l'avais déjà dit une fois, de rendre visibles ces mots justement. Et ça fait partie du minimum de respect qu'on doit avoir pour cette langue, pour la culture, que de les conserver. Et puis, comme tu le dis là, Anthony, c'est aussi le fait de l'intraductibilité, l'intraduisibilité de certains des mots. Et là, effectivement, quand on a entendu aussi parler Joséphine Bacon à ce propos-là, qui elle-même est amenée à traduire ses propres mots, elle le dit bien qu'en réalité, ça renvoie à des choses qui sont tellement loin de nos façons d'être, de nos façons de penser, qu'on n'a qu'une seule solution, c'est de les conserver en l'état. À nous d'essayer de faire l'effort avec notre imaginaire aussi qui est le nôtre, dans une démarche respectueuse, mais aussi d'appropriation, d'essayer un petit peu de comprendre ce qui peut se cacher derrière. Et la dernière chose, c'est que cette langue-là, avec cette graphie-là, je la trouve merveilleuse. Évidemment, jamais à aucun moment je pourrais la parler, j'aurais jamais cette capacité. Je sais que Maurizio Gatti, dont on vient de parler, a essayé, lui, un petit peu de l'apprendre, plusieurs langues d'ailleurs. Mais quand je vois même Joséphine Bacon demander conseil à une de ses aînées par rapport à un terme ou deux, je me dis, mais il faut imaginer quelle difficulté ça doit être cette langue, qui est une langue proprement du territoire. Et lorsque Maya parle du territoire, qu'il soit celui finalement des forêts du Nitassinan ou des forêts urbaines, bah, il y a des mots qui sont pas les nôtres, et donc c'est important de les avoir. Est-ce qu'un commentaire du chat ou... Confirme. Oui, lui, il est très d'accord avec tout. Tant que les croquettes arrivent au foyer, il est heureux. Alors, en effet, vous avez parlé tout à l'heure des deux préfaces, parce que alors, la première préface, c'est signée Ariane Mnouchkine, mais c'était pour le premier recueil, qui pour l'instant n'est pas encore publié par les éditions de Paysage, sait-on jamais, qui était paru en 2019. Celui-ci est paru aux éditions toujours Anénorac au Québec en 2022, Enfant du Lichen. Et là, c'est Hélène Sixou qui vous fait l'honneur, j'imagine aussi, de faire cette préface-là, une préface assez admirable aussi. Elle parle de musique féroce, de musique douce mais féroce. Finalement, est-ce que c'est ça le meilleur vecteur pour faire entendre une voix, la musique féroce, mais tout en faisant passer une certaine douceur? Musique féroce, calmement enragée, c'est des mots qu'on attribue souvent à mes textes. Je trouve ça bien parce que on peut sentir qu'il y a une colère contenue dans les textes que j'aimais, parce que oui, il y a une colère contenue. De ma vingtaine, je l'ai passée dans une colère noire, on va le dire comme ça, parce que je commençais à réaliser les horreurs qui s'étaient passées au pays, puis également aux États-Unis. Un exemple, quand j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé, pour donner un exemple, à Wounded Knee, je suis devenue tellement comme, pas en panique, mais d'une colère. Bon, j'utiliserai des termes québécois, mais bon, on est à l'écran, on va se garder une petite gêne. Mais c'est des mots c'est des mots québécois qui incluent des mots d'église. Mais bon. Et donc, j'étais vraiment enragée et ça m'a pris toute ma trentaine de m'en remettre, entre guillemets. Donc, écrire des textes encore. Et dans ma quarantaine, on approche d'une certaine sagesse. Là, j'approche la cinquantaine. Ouf. Et une autre petite forme de sagesse qui est en train de se sédimenter, je sais pas trop. Mais une espèce de calme aussi qui s'instaure, mais en même temps, il faut faire attention au type de calme qui s'instaure parce qu'il ne faut pas s'endormir, hein. Le combat est toujours là pour nous. Il y a toujours des choses qui arrivent dans les médias qui ravivent ce besoin de faire comprendre à l'autre. Puis je me rappelle, le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations au Québec, M. Ghislain Picard, a dit que les changements viendraient de la société civile et non pas des gouvernements. Parce qu'on a encore des dialogues difficiles avec les gouvernements en place, notamment provinciaux. Il y a comme, je sais pas, c'est un truc de génération peut-être, de perception. Donc, tu sais, des fois, on reste des fois comme marqué par l'atmosphère de notre siècle ou de notre époque. Donc, je pense qu'on peut le voir chez les politiciens en place en ce moment chez nous, le manque de respect qu'ils ont envers nos chefs ou les besoins de nos communautés. On retrouve seulement un certain intérêt quand on est d'accord pour détruire, harnacher une rivière ou détruire un territoire. Là, ah, soudainement, c'est intéressant. Et donc, à un moment donné, ça devient frustrant. Et, et comment je pourrais dire, juste pour faire un saut sur la préface de notre chère Hélène, euh, pour vous donner
peut-être donner l'envie de poser des questions, mais notre amitié est née d'une manière imprévue, improbable, et puis aussi d'un très grand amour des chats qu'on a, moi et elle. Quand on s'est vu la dernière fois pour 1 heure, et non, on n'a pas passé l'heure à parler de littérature, je pense qu'on a passé un gros 40 minutes à parler de nos petits félins et de leur perfection. Elle parle d'ailleurs, elle questionne, et ça aurait été même peut-être intéressant d'avoir une réponse en fin d'ouvrage à cette préface-là, mine de rien, parce qu'elle vous questionne, elle, notamment sur une question peut-être fondamentale. Elle questionne si vous êtes finalement poète parce qu'engagé ou engagé parce que poète. Elle est fabuleuse cette question parce qu'elle est aussi plutôt subtile, intelligente. Elle finalement, elle n'apporte peut-être aucune réponse, mais comment vous auriez pu y répondre? L'histoire de ma vie, c'est toujours d'être d'entre deux mondes, des mondes qui se parlent pas tout le temps, des mondes complexes, des mondes qui se contredisent aussi. Donc, je pourrais répondre oui aux deux questions, hein. C'est engagé parce que poète et poète parce qu'engagé. On dirait que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Du moins, mon art, ça a été ça, l'écriture. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire passer mes messages et, à ma grande surprise, remporter des prix aussi. J'ai pas écrit Enfant du lichen dans le but de gagner un prix. On s'impose pas cette pression-là. Et honnêtement, j'avais tellement moins d'attentes pour le petit deuxième que ça m'a surpris. Tous les prix qu'il a raflés, il y a eu 4 prix au Canada. Même le prix des étudiants du Collège de Lanaudière. Donc, même les étudiants aiment se l'infliger. Et les professeurs en poésie de langue française l'ont choisi aussi comme gagnant. Et Voix autochtone du Canada est naturellement le prix du gouverneur général. Donc, non, c'est un livre, je crois, qui est né. Moi, des fois, je dis des fois à la blague, ou peut-être pas à la blague, mais avec une certaine nostalgie, que c'est peut-être la parole de nos aînés ou des ancêtres, comme on dit, qui. Je fais peut-être de l'écriture automatique, puis je le sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que je réagis et que j'écris. Tel événement, telle interaction qui est arrivée entre deux êtres humains, ou tel voyage, ou telle situation me fait réagir, et soudainement j'écris, et c'est comme ça que naissent mes poèmes. Ça fait plusieurs fois que vous dites depuis le début de l'entretien s'infliger votre poésie. Comment vous est-ce que c'est une sorte de est-ce que c'est une de l'humour tout simplement ou au contraire est-ce que vous pensez que c'est aussi un recueil qui est difficile à lire mentalement douloureux extrêmement il est pas difficile à lire en soi, il est difficile mentalement à l'ingurgiter, à le digérer finalement. On est aussi en colère quand on lit. On est peut-être autant en colère que vous. Et j'aimerais que vous nous parliez de ça. Et pourquoi vous parlez d'infliger cette poésie aux étudiants, par exemple? Pourquoi ce terme-là? C'est leur choix. Non, mais c'est peut-être un passage nécessaire, puis des fois, quand on dit passage nécessaire, ça implique des fois des difficultés ou une certaine douleur. Mais c'est bien peut-être qu'ils partagent notre douleur, qu'ils partagent le chemin de l'histoire qu'on nous a obligés de vivre, pour qu'ils puissent comprendre par quoi on est passé. Je me rappelle, il y a 2 semaines, mon agente littéraire ici a traversé une épreuve très douloureuse. Elle a perdu son fils aîné. Et elle est à peu près de mon âge, et son garçon avait 19 ans et il est décédé, en tout cas, d'un accident. Et elle a quand même accompagné, elle accompagne d'autres artistes inuits, notamment. Et elle a accompagné une dame aînée dans une classe à l'école, et ça lui a fait du bien. D'ailleurs, un des enfants, je sais pas si c'était un jeune Brésilien ou un jeune Mexicain, mais tu sais, qui venait d'arriver au Canada, et il dit, comment qu'on peut faire pour vous aider, madame? Tu sais, comment qu'on peut faire pour... Il dit, en tout cas, il dit, je m'excuse de tout ce qu'on vous a fait vivre. C'est un enfant, là, il n'a encore rien fait, là. Je veux dire, il est encore porteur d'aucun héritage, mais déjà, ça les interpelle, et ça m'a touché beaucoup. Tu sais, c'est pas envers moi qu'il disait ça, il disait ça envers la dame aînée qui venait parler dans leur classe. Et, mais je pense que c'est en créant des liens. Excusez, je vais l'étouffer. Euh, c'est un corniche rex d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les chats. Donc, c'est des chats qui ont beaucoup de choses à dire. Mais pour revenir à ce jeune garçon, puis à la poésie,
La poésie offre des chemins, nous ouvre des chemins vers l'intimité de l'autre, de l'inconnu. Parce que souvent, j'ai lu beaucoup sur scène et beaucoup de gens venaient me dire, ça m'a beaucoup touché, ça m'a bouleversé, ça m'a fait sentir des fois coupable ou mal ou je sais pas pourquoi, mais ou ça les a fait pleurer. Moi, l'émotion est passée. Fait que quand quelqu'un vient me voir et dit j'en ai pleuré, tu sais, je suis toujours comme étonnée, mais pas étonnée, ouais, pourquoi il est comme ça? Non, étonnée comme, oh wow, tu sais, c'est vraiment émouvant. Il y a quelque chose, il y a un message qui est fort. Et, euh, et je pense que ces recueils-là devaient naître. Et je me sens honorée qu'on m'ait choisi pour les amener jusqu'à vous, en fait. J'aimerais qu'on parle notamment de la manière dont vous écrivez. Tout à l'heure, vous avez parlé de, alors j'ai plus les termes exacts, mais vous avez dit que ça venait finalement extrêmement de manière limpide, comme un flux. Je crois que c'est le terme que vous avez employé. Quel est votre... Alors, on va pas dévoiler tous vos secrets, bien entendu, mais comment la poésie vient-elle dans votre esprit? Qu'est-ce qu'il naît en vous? Est-ce que ça naît d'une colère, d'un cri, d'une injustice, d'un fait divers? On parlera tout à l'heure de Joyce et Chacan, évidemment, mais qu'est-ce qui est le moteur, qu'est-ce qui est le vecteur pour qu'ensuite la poésie se déclenche? Et ensuite, comment la poésie se dilue, comment elle se digère en vous, comment elle s'écrit. J'aimerais que vous nous parliez peut-être de votre processus poétique. Ben, comme toute personne de mon époque, maintenant, j'ai mon cellulaire avec moi. C'est devenu lui mon calepin. Les Autochtones ont le droit d'évoluer aussi, de prendre des moyens plus modernes pour faire passer leur chemin. Et je le dis comme ça parce que j'ai souvent remarqué que ce soit français, canadien, québécois, des fois on a de la misère à accepter que même les peuples autochtones peuvent aller vers une certaine modernité, comme si on aimait nous garder dans une gravure ou une photo d'Edward Curtis. Donc, pour moi, j'ai toujours mon cellulaire et quand un événement arrive, des fois, et que je sens que j'ai besoin d'y réfléchir, je me donne le temps. La vie continue, je vais au travail, je fais mes choses, mais en même temps, j'ai toujours ça comme en arrière-plan qui roule. Et là, tout à coup, je vais aller m'asseoir. J'ai pris un petit rythme ici. Je suis dans une petite rue tranquille à Longueuil. Longueuil que je surnomme le Brooklyn de Montréal, parce qu'il y a une espèce de pont un peu bizarre et le petit côté ouvrier de cette ville. Et moi, je vais m'asseoir au coin de la rue où il y a l'arrêt d'autobus. Et je m'assois là, il y a un banc. Puis souvent le soir, puis c'est là que j'écris. Ou des fois, j'écoute une certaine musique qui m'amène certains mots de vocabulaire qui m'ont inspiré. Des fois, je vais avoir des fois, ça va être une réaction physique intense. Que je me rappelle, je me promenais au centre-ville de Montréal, puis il y avait un petit endroit où il y avait encore des arbres, mais on les a coupés, on les a arrachés pour faire une espèce d'énorme tour à condo. Et ça m'a tellement révoltée, j'en pleurais de rage, tu sais. On- avec la gentrification ou la densité de la population, il y a des condos, des tours en condos qui explosent de partout et ça vient lourd dans les villes. On se plaint que c'est des îlots de chaleur, tu sais, là, on touche au climat, mais on détruit la nature. Et puis c'est là qu'à un moment donné, justement, l'inspiration va venir. Ou des fois, des choses qu'on pense évidentes pour moi, ben, l'inspiration ne viendra pas. Un exemple, l'éclipse lunaire, là, tout le monde emporté là-dessus. Moi, ça m'a rien inspiré. J'ai rien écrit. J'avais vraiment une journée très, très banale à vivre et j'ai pas été bouleversée par tout ça. Donc je suis un peu bizarre sur certaines choses. Et ou comme je peux me présenter, je me rappelle, je revenais justement de chez Madame Sixtou, c'était une de nos premières rencontres. Et je suis tombée vraiment face à face devant Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Je suis quelqu'un qui exècre la religion catholique de tout mon cœur et de tout mon âme. Mais Notre-Dame de Paris, on a toute une affection, je pense, mondiale envers elle, autant pour le symbole que pour toute l'inspiration qui en a résulté. Je me rappelle, j'étais justement avec mes collègues architectes et on s'est rendu compte, on était deux, trois à regarder les nouvelles et soudainement on voit ça, Notre-Dame brûle et
tu sais, on a une équipe d'architectes qui s'occupe des Premières Nations et des Inuits, mais on a aussi un étage qui s'occupe de préservation du patrimoine. Donc, il y avait des larmes de sang qui coulaient, on peut vous le dire. Et le temps a arrêté dans la film parce qu'on regardait ça, puis on était comme, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Et je suis arrivée devant, puis c'est ça, elle était en reconstruction et j'ai écrit un texte qui devrait se retrouver dans le troisième recueil. Je vais peut-être vous le lire tantôt, on ne sait jamais. Mais je l'ai surtout aussi écrit. Le message caché qu'il y a en arrière, c'est aussi comme une demande de pardon à Ariane pour tout ce qui s'est passé, tout ce qui a provoqué notre rencontre. Ça, c'est une autre histoire, par exemple. Si Amaury est d'accord, on veut bien entendre ce poème-là, hein. Il n'est pas dans le recueil actuel, mais ça peut donner un avant-goût. Attendez. Vous avez envie de l'entendre? Et je crois. Alors, en attendant que vous cherchiez, c'est Sandra qui va poser une question, comme ça vous avez le temps de trouver le passage. Oui, merci beaucoup. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Amaury, bonsoir Maya. Mais je vais peut-être laisser Maya chercher, je ne sais pas si... Oui, vas-y, j'ai besoin d'un petit 30 secondes. Oui. OK, je l'ai. C'est beau. Donc je pose ma question, Tony, ou Maya lit? Ton micro, Anthony. Ton micro, Anthony. Lecture de Maya. Eh oui, l'arroseur arrosé. Au pied de Notre-Dame. Errance d'une sauvage sur le béton de Paris. L'amène au chevet de Notre-Dame, qui, affligée par un feu intérieur, cette flamme dévorante, peine à rester digne et droite, sera-t-elle survivante ou magnifique gisante? De ces clergés arrogants, de ces fous d'un Dieu, qui fut instrument inquisiteur, douleur et colère. Mon courroux décolonial retient son souffle auprès de toi, gente dame. Te voir au-delà des sacrilèges, mesurer ton histoire, mesurer ta mémoire. Je calme mes chevaux de l'Apocalypse, car ombrageux et piaffant nommés, violence, rage, rancune et mépris, afin de te souhaiter de renaître. Au revoir. Très beau. Et on a hâte de le lire pour une prochaine fois, sur papier. Sandra, c'est à toi. Oui, donc je ne réitère pas mes bonsoirs, hein, mais je vais poser ma question. Je vais juste lire deux lignes écrites par Hélène Sixou et puis je vais poser ma question après. Hélène dit de vous, Maya écrit en algues et champignons, en français québécois et inuit-algonquin, en mère et enfant, fille et garçon, fureur et amour. Alors ça rejoint aussi ce qu'a cité tout à l'heure Anthony, la musique féroce et douce. Il y a beaucoup d'antagonisme qu'a remarqué Hélène Sixou et qu'on retrouve en fait dans vos poèmes. Et je trouve dans le recueil, on les retrouve, il me semble, dans chaque poème. Il y a soit l'apaisement, la douceur, et puis à côté de ça, le cri, la guerrière, voilà. Et je me posais la question de savoir si d'après vous, ça vient peut-être de votre histoire et notamment de votre adoption, cet antagonisme. Ou alors, voilà, s'il vient d'ailleurs, s'il vient d'autre chose, je voudrais pas que ce soit non plus une question intime, hein, mais voilà, comment vous l'expliquez? Voilà, en tout cas, moi, je me disais peut-être que ça venait de ça aussi, de votre histoire, enfant. Oui, c'est sûr que ça prend les bases dans mon enfance, parce que j'arrivais dans une famille québécoise, blanche. Les seuls qui étaient vraiment mes alliés au début, c'était mes parents, parce que j'avais beaucoup d'incompréhension du côté de la fratrie, parce que mes parents avaient adopté des enfants québécois avant. Mais j'avais une grande différence d'âge avec eux. Et moi, je n'avais pas été adoptée de manière légale. L'enfant a simplement été donné et j'ai pas eu de travailleur social, de protection de la jeunesse, rien. Puis moi, je suis fière de ça un peu, je suis contente. Je veux dire, c'est pas une recette qui marche avec tout le monde, mais avec moi, ça a fonctionné. Et aussi dans ma famille immédiate québécoise, il y avait du racisme. Puis en même temps, j'avais l'amour de mes parents, l'amour de d'autres membres de ma famille qui était important pour moi. Donc, c'est sûr que ça me mettait dans une situation d'ambivalence, on peut dire, ou paradoxale. Puis autant du côté autochtone aussi, je me faisais rejeter parce qu'au début, ben, ma communauté, moi, elle a été colonisée très tard, dans les années 60, 65. Et je suis de la première génération qui n'a pas été dans les pensionnats. Nous, notre colonisation, c'est comme hier. Donc, quand on nous sort le message de revenez-en, c'était loin dans le passé, excusez-moi,
Pour nous, c'était avant-hier. Donc, puis je vois ma communauté qui est forte, qui est résiliente, qui veut se remettre vite sur ses pieds. Mais à l'époque, elle n'était pas comme ça. Elle était blessée, elle était toxique, elle avait, tu sais, beaucoup d'enjeux à cette époque-là. Et donc, ça me plaçait dans une situation par moments impossible. Et le seul chemin de soulagement que je trouvais, c'était en m'évadant dans la lecture ou en allant me promener dans le bois avec ma mère québécoise. Euh, Tu sais, puis il y avait toujours un peu ce discours dans ma famille par rapport à l'époque, on disait les Indiens. Tu sais. Euh, Tu sais, l'espèce de réputation qu'ils avaient de paresse, d'alcoolisme, de drogue et tout ça. Mais tu sais, moi, enfant, je me posais la question pourquoi c'était comme ça. Mais quand tu grandis puis que tu as la chance par la suite, via les organisations autochtones, d'avoir accès à des formations, d'avoir accès à la vérité, que tu comprends tout ça, ça me place dans une autre situation d'ambivalence douloureuse, dans le sens que si j'avais su cette histoire-là, ma relation avec ma mère Inou aurait été tellement différente. Ça, c'est un des grands regrets de ma vie, de ne pas avoir eu la chance de prendre le temps de m'asseoir avec elle, puis de dire, je comprends, maman, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as donné? Pourquoi tu es partie? Tu sais, toute la souffrance qu'elle a eu à vivre, tous les défis, l'espèce d'isolation qu'elle s'est elle-même euh, infligée. Elle n'est jamais vraiment revenue vivre longtemps dans la communauté. Après moi, elle est partie vivre, tu sais, elle a voyagé, elle était errante pas mal, très nomade. On est un peuple nomade, les Inuits, fait que sûrement qu'il y avait beaucoup de ça, mais c'est tout ce cheminement-là qui fait que oui, je suis quelqu'un qu'on a de la misère à caser, on va dire. Et comment ne pas parler de Joyce Echaquan, à qui vous rendez un vibrant hommage? Vous la faites quasiment revivre, pour être honnête. Ton fantôme est déjà une légende. Vous protégez les morts, Hélène Sixou parle de ça, elle dit que vous protégez les morts, vous protégez les disparus. C'était qui finalement, Joyce Echaquan? Alors je suis évidemment allé me renseigner, mais pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de cette affaire-là, qui est très singulière, qui est peut-être quasiment euh, Ça singulière. fait de tout C'est quasiment. c'est vraiment une histoire assez incroyable. J'aimerais que vous nous racontiez peut-être pour la faire vivre à nouveau de visu. Madame Joyce Echaquan est de la nation Nero-Wissio, donc Atikamekw, de la communauté, je crois, dans mon souvenir de Manawan. Il y a trois communautés Atikamekw au Québec, Manawan, Obidjiwan et Wemontashi. On retrouve notamment les Atikamekw seulement au Québec. Et Manawan va souvent à l'hôpital de Joliette. Le centre de santé est là. Et ça a toujours été pour nous connu qu'il y avait du racisme dans les institutions, dans les organisations non autochtones. Et pour nous, c'était des choses qu'on savait, mais que, bon, dans la société non autochtone, on a besoin d'avoir des preuves pour y croire. Tu sais, parce que sans ça, c'est juste encore un Indien qui se plaint ou une Indienne qui n'est pas contente de sa situation. Et moi, une réalité que je connaissais, mais que je pensais que pour l'époque, on était rendu ailleurs. On n'était pas encore aussi en arrière et aussi arriéré dans des préjugés. Et Madame Josie Echaquan est la mère de 7 enfants. Et elle avait des problèmes de santé. Et elle a fait c'était connu chez les Atikamekw qu'ils n'aimaient pas aller au centre de santé de Joliette parce qu'il y avait beaucoup de racisme de la part du personnel infirmier. Et beaucoup de préjugés, tu sais, quand on nous regarde, ah oui, vous autres, les Indiens, c'est comme ça, ou tu sais, ça vient lourd, là. C'est un peu comme, tu sais, comme aussi les préjugés qu'on peut infliger aux Français, un exemple. Des fois, ça vient lourd de toujours se les faire dire, tu sais, on aimerait voir au-delà. Et Madame Echaquan a eu l'idée, dans ses derniers moments, d'ouvrir son Facebook Live, la caméra. Elle était sur son lit de mort, la civière qui allait devenir son lit de mort. Et même je me demandais, moi j'étais sur justement Facebook, puis je voyais les gens, parce que Facebook pour nous c'est comme notre petit univers et nous, c'est comme notre petit côté, pas de commérage, mais de nouvelles, qu'on est tout au courant de ce qui se passe dans une communauté, puis s'il y a un drame.
Et on est tous connectés entre nous, donc peut-être qu'un jour, les Premières Nations vont racheter Facebook, on l'espère, pour qu'on puisse l'utiliser pour nous. C'est autant pour faire promener la culture, la langue, les arts, mais aussi propager malheureusement les cas flagrants de racisme. Donc, Madame Echaquan s'est filmée et on attendait vraiment les commentaires de l'infirmière et de la préposée envers elle. Tu sais, ah, c'est une Indienne, c'est pas grave, ou tu devrais avoir honte de te conduire de même. Ma mémoire a un peu masqué certains des mots qu'ils lui ont dit, mais tu sais, c'était vraiment dégradant, c'était raciste, c'était bas, c'était vulgaire. Et Madame Echaquan, il a pensé intoxiquée, sauf qu'elle faisait une réaction allergique, je crois, aux médicaments qu'on lui avait donnés. Donc, elle avait une réaction qui pouvait porter à confusion, j'en conviens, mais quand même, c'est un des problèmes qu'on est tout de suite catalogué dans une image pas toujours flatteuse d'intoxiqués, de drogués, de prostituées, d'itinérants. Là, on commence là, à changer, mais à cette époque-là, c'était souvent ça qui nous était infligé et elle en est morte. Et ça a été télévisé par la suite parce que les journaux ont rapporté la nouvelle. Je me rappelle même jusqu'en Suisse, en France, les nouvelles se sont propagées. Et là, ça a vraiment mis le Québec face à lui-même. Ça, puis peu de temps après ou auparavant, on avait commencé à trouver les cimetières d'enfants autochtones proches des pensionnats, les cimetières anonymes. Donc, tout ça a ramené vraiment une réaction forte à la population québécoise. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des Québécois qui sont venus se tenir avec nous quand on a manifesté pour Madame Echaquan. Donc, ça a amené un grand mouvement. Puis ça m'a ému tantôt quand tu m'as dit que je la faisais presque revivre parce que ça m'a tellement touchée. Je ne la connaissais pas, cette dame-là. Je ne la connaissais pas du tout. Et quand ça s'est arrivé, ça m'a tellement stupéfiée, ça m'a tellement horrifiée. Puis en même temps, j'étais triste de voir que on se racontait entre nous, ben finalement, c'était vrai, qu'il y avait cette haine-là en nous, mais cette haine que je connais aussi, parce qu'on me l'a manifesté, on me l'a dit. Euh, mais tu sais, quand on rapporte ces choses-là, on est toujours dit, ben, reviens-en, c'est pas grave, ça va passer, ou c'est lui le pire, mais le problème, quand c'est un grand pourcentage de la population qui pense de même, ben là, il faut se remettre en question. Et c'est pour ça que Madame Echaquan s'est retrouvée dans ma poésie. C'était ma manière un peu de lui rendre hommage, de lui montrer du respect, de lui montrer que son combat qu'elle a mené jusqu'au dernier souffle de sa vie, ben, il va encore porter. Et moi, ce qui m'émeut profondément, d'ailleurs, c'est son mari, Carole Dubé, qui est un monsieur très, très... il a une énergie très... comment je pourrais dire ça? Très calme. Je me rappelle, il a passé l'équivalent de votre Tout le monde en parle. Il y a un Tout le monde en parle ici au Québec. Et Guillaume Lepage l'avait invité. Et vous savez un peu comment c'est en public québécois, ça jase, ça rouspète, ça fait des blagues, ça rit fort. Mais quand M. Dubé a pris la parole, l'énergie s'est soudainement calmée. Et c'est un monsieur qui parle très bas, il a une voix très basse. Puis là, il y avait un silence sur le plateau. Et il y a toujours un message d'ouverture et de paix. Alors qu'il aurait toutes les raisons de détester l'autre, il aurait toutes les raisons d'être raciste, mais il ne l'est pas. Il pense à ses enfants, il pense à l'exemple qu'il doit montrer. Puis c'est un monsieur, tu sais, c'est pas un politicien, c'est pas un. Tu sais, c'est un père de famille qui est heureux avec sa blonde, comme on dit au Québec. C'est un beau couple et que la vie a choisi pour une mission assez plate. Alors, sans transition, on va prendre une petite photo de groupe. On immortalise toujours ces moments-là. Voilà. Et ensuite, Maya, vous nous ferez le plaisir de nous lire un premier extrait d'Enfants du Lichen. 3, 2, 1. Et je vois que les différentes éditions sont là. Parfait, merci. Ah, c'est à vous, Maya, pour un premier extrait d'Enfants du Lichen. Oui, ça va me faire plaisir. Je vais commencer un peu raide. On va s'infliger ça. C'est bon, un petit coup de fouet. C'est une Indienne, c'est pas grave. Paralysée par le joug colonial sur la civière des oublis, au cœur d'un hôpital obscur, héritière des fantômes tristes de ces pensionnats lugubres, en un mot, tu résumes ma valeur, en mes terres mille fois offensés.
Je suis l'indienne, celle que tu désires, le temps d'une étreinte. Je suis l'indienne, celle que tu ne vois plus, invisible. Je suis l'indienne, souvenir vibrant d'une colonisation blessante. Je suis l'indienne, celle qui meurt 100 fois par ta haine. Je suis l'indienne, celle que tu ne connais pas. Je suis l'indienne, la sublime, la rebelle, femme sacrée. Merci Maya. Et vous nous lirez un second extrait tout à l'heure, même si je sais Un que le petit choix a dernier. été difficile. Il a été Attendez, j'en lire aussi ça quelques-uns. m'aide. Oui, allez-y. Non, Attendez. j'en dirai quelques-uns tout à l'heure. OK. Euh, on parle beaucoup de... Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aimiez pas le mot réconciliation. Je ne sais pas si vous aimez davantage le mot résilience, qui est souvent un petit peu plus galvaudé aujourd'hui. On en a parlé il y a quelques temps dans ces rencontres, mais Boris Cyrulnik est cité dans le texte. Comment on arrive avec tant de déni finalement d'un tel pays, de sévices, d'oubli, d'absence de vérité aussi, d'absence de reconnaissance? Comment on arrive encore à devenir résilient? Ben, si on a été aimé au début de notre vie, ça aide un peu. Mes parents m'ont aimé, au moins. Euh, Mes parents m'ont toujours encouragé, même si pour moi, j'affrontais un avenir qui était assez flou. Parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais devenir dans la vie. Puis je voulais pas nécessairement suivre les chemins déjà tracés comme infirmière, professeur, médecin. Je savais pas. Puis souvent, je dis que quand je suis arrivée à l'université, par exemple, j'ai vraiment fait mon parcours à moi, un parcours un peu atypique. Euh, je me suis sculpté moi-même mon baccalauréat. D'ailleurs, les universités n'étaient pas encore à- préparées pour nous. Maintenant, ils le sont encore beaucoup plus maintenant, heureusement. D'ailleurs, je suis un de mes postes actuels, je suis conseillère principale aux relations avec les premiers peuples pour l'Université de Montréal. Ça fait un mois. Mais j'ai toujours maintenant occupé des postes comme ça, que ce soit aussi pour la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Évoque Architecture, qui m'ont beaucoup aidé là-dedans. Mais excusez-moi l'instant de silence, là, j'essaie juste de ramener où je voulais en venir avec tout ça. Mais en tout cas, bref, je vais aller avec votre autre question. Je vais vous citer Maya pour revenir toujours à ce sujet. Vous écrivez, il est difficile de guérir dans une société qui s'oublie. Hmm. Qui ose dire je me souviens. D'ailleurs, ben, moi, ce que j'aimerais, c'est que les travaux d'enseignement de l'histoire accélèrent. Parce que je suis conférencière à mes heures aussi, donc je donne une présentation où ce que je donne un peu un aperçu de la ligne du temps, mais tout en incluant de la poésie, puis aussi en rappelant des faits historiques pour susciter l'intérêt et la curiosité des gens. Beaucoup me disent, on nous a jamais enseigné ça à l'école. Puis c'est sûr qu'on voit le changement d'attitude des gens quand on leur enseigne. Quand je dis les gens, les non-autochtones. Puis même chez des Autochtones, des fois, ils ne sont pas au courant. Et les gens disent, ah, j'ai appris quelque chose dans ta conférence. Euh, tu sais, faut répandre ce savoir, il faut répandre ces chapitres de ce jeune pays qu'est le Canada. Et parce que si on veut construire une société qui a du bon sens, c'est pas avec l'oubli qu'on va faire quelque chose de bien. Fait que là, en ce moment, il y a des bons efforts, il y a des bons coups, il y a des moins bons coups. Mais je suis quelqu'un qui ne perd pas espoir parce que je vois des choses arriver que je ne pensais pas voir de mon vivant. Pour vous donner une idée. Mm. Jeune pays, vous écrivez même jeune pays à l'égoïsme sociétal. Mhm. Ah oui, oui, Quel est votre oui. rapport justement par rapport à ce pays-là? Est-ce que finalement, ça n'est que, entre guillemets, ça n'est que, je précise bien, ce n'est pas que le problème inou, mais de manière plus générale, euh, comment vous vous engagez au quotidien, par exemple, contre certaines choses, contre l'oubli, contre l'absence de reconnaissance? Est-ce qu'il y a un combat clairement que vous menez au quotidien? Est-ce que c'est la poésie qui y amène? Est-ce qu'au contraire, vous avez d'autres combats également qui vous permettent d'entendre votre voix? Pendant longtemps, je me suis impliquée avec l'itinérance, là, les sans-abri à Montréal. C'était un de mes combats. J'ai donné beaucoup, là, maintenant j'ai dû me retirer parce que ma santé commençait à me le faire sentir.
Le respect aux aînés. Euh, J'accompagne un membre de ma famille en fin de vie, un membre québécois d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Le combat autochtone, c'est toujours quelque chose qui est en arrière-plan. On est toujours comme en hyper-vigilance, nous autres. On est toujours en train de vérifier si on n'essaie pas de nous en passer une, de nous passer un sapin, comme on dit. Il faut toujours être aux aguets, il faut toujours guetter, il faut toujours, des fois, répliquer. Euh, Surtout quand, un exemple, une société comme Hydro-Québec regarde des rivières d'un œil intéressé. Euh, je vois comme un exemple le combat de ma communauté qu'ils font pour reconnaître comme une personne morale à une rivière. Donc, ça la protège au niveau légal. Je ne pourrais pas tout vous expliquer, mais ma nièce, qui marche un peu dans mes pas, d'ailleurs, elle me dit elle-même que je suis son modèle, c'est quelque chose aussi qui fait du bien à entendre. C'est son combat à elle, entre autres, l'eau, l'importance de l'eau, parce qu'elle aussi, elle a un enfant hein, maintenant. Euh, Puis moi, ce que je trouve merveilleux, c'est un exemple de voir cet enfant-là marcher. Il est entouré d'amour, il est protégé. Il n'a pas encore connu les affres de la colonisation, il n'a pas encore connu le racisme. Il a l'air d'avoir beaucoup de caractère, par exemple. Donc, ça m'encourage. Euh, Puis c'est un de mes espoirs que ces enfants-là grandiront pas dans la haine dans laquelle on a grandi. D'ailleurs, c'est malheureusement un des choix pourquoi j'étais pas nécessairement tentée d'avoir une descendance. Donc, hmm. Et c'est aussi, vous parlez de l'eau, c'est aussi un appel à la terre, je vous cite, puissent nos convulsions de rébellion s'accorder enfin avec notre planète, car nous avons oublié que nous n'avons qu'elle. C'est aussi une ode au fait que on oublie. Finalement, c'est un recueil qui lutte contre l'oubli constamment. Page après page, on a l'impression que vous luttez pour éviter qu'on vous oublie en tant que peuple, qu'on vous oublie en tant que femme, en tant que poète, en tant que planète. On a l'impression que c'est un recueil contre l'oubli. Oui, devoir de mémoire. Devoir de mémoire, puis aussi, on est dans une société de l'immédiat. Hein. On veut consommer rapidement, on veut connaître une personne rapidement pour tout de suite passer à l'autre. On, tu sais, on n'a plus rien de durable. Quand on parle de l'obsolescence programmée, par exemple, quand on parle aussi, ça m'amène, tu sais, à l'état de la planète, comment, tu sais, on est là, nous, tu sais, on n'est pas tous parfaits, les peuples autochtones, on n'est pas tous connectés avec la nature, tout ça. Nous aussi, on est des humains, on a des défauts, on a des penchants et tout, mais on se bat beaucoup pour la nature. Mais, tu sais, on sent des fois qu'on n'est tellement pas écouté, puis quand on voit aussi l'acharnement qu'ont des êtres stupides que sont les tyrans, à vouloir poursuivre la guerre. D'ailleurs, je dis des fois avec un certain humour noir, moi j'aimerais ça être sur la blacklist de Poutine en Russie, parce que mon prochain recueil, je parle de la guerre, entre autres, dans les plusieurs thèmes que je vais aborder. Mais la guerre, je veux dire, on pense qu'on est des civilisations évoluées, mais quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'on a vu en France hier, euh, c'est on se questionne, hein, on se questionne. Puis, et pour faire un petit aparté sur la poésie et son impact, moi, quand on me dit que la poésie, ça ne pogne pas tant que ça, comme on dit, je suis un peu surprise parce que j'ai beaucoup été interpellée justement à cause de la poésie. Mes livres vont bien. Tu sais, je veux dire, Amaury, c'est démené euh, comme un bon pour pouvoir publier dans en France. Je suis très, très heureux, merci encore, Amaury. Mais on voit quand même que la poésie se révèle une ambassadrice de bonne volonté, qu'elle est capable d'infliger dans la douceur une réalité mordante, puis de dire ce qui permet de dire à l'autre, OK, oups, mais tu sais, je veux dire, les impacts à long terme, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas si on va s'en sortir comme humanité, j'en ai aucune idée.
Alors, avant de passer à la question de 2074 à laquelle vous avez sûrement dû réfléchir, j'aimerais lire encore un autre poème. Alors, c'est très difficile en effet de choisir des poèmes et parfois de les couper, mais on n'a pas le choix. Là, pour le coup, je vais le lire en intégralité ou presque, parce qu'il y a deux passages qui m'intéressent aussi. Je vous lis, et pardonnez-moi pour l'accent sur certains termes, je fais de mon mieux, promis. Je suis un peu comme Amaury, j'essaye, mais c'est pas toujours évident, j'imagine. L'Inu est un nomade. Après avoir guéri, il sent le besoin de partir. Avant le départ pour le Nuchimite, il prend le temps d'apprendre, de se réapproprier ses connaissances, de chercher sur le territoire l'apaisement des vieux récits. Les papillons, couleur joie, dansent infatigables pour Mère Tortue, la suppliant de nous accorder une dernière chance. Je donne liberté entière aux larmes, aux angoisses, aux brûlures à libérer, aux flammes qui tourmentent les coquures. Je pense que c'était les cœurs. Je rêve d'un monde qui se repense. Il y a deux phrases qui m'interpellent, entre autres, c'est cette dernière phrase, je rêve d'un monde qui se repense. Et la deuxième, c'est que l'Inou est un nomade, après avoir guéri, il sent le besoin de partir. Est-ce que vous avez trouvé votre place, Maya, aujourd'hui? Non, pas encore. Je suis juste heureuse quand je voyage. Je suis heureuse dans un aéroport. Je suis heureuse quand j'arrive à l'aéroport de Montréal ou à l'aéroport de Paris ou à l'aéroport de n'importe quel pays en Europe. Je suis heureuse quand je suis en déplacement, quand je rencontre l'autre. Je commence un peu à être heureuse dans mon appartement, là. En vieillissant, on a besoin de se reposer un peu plus. Donc, on a besoin d'un lieu où on se sent bien. Et avec mes chats, que je ne peux pas abandonner comme ça. Euh, c'est à des endroits justement où je retrouve une certaine paix. Mais non, ma place, je ne le sais pas encore. Pour le moment, là, j'ai un emploi euh, qui me permet de vivre, mais qui demande beaucoup de mon côté professionnel. Mais des fois, j'aimerais peut-être avoir plus de temps pour écrire, me consacrer à l'écriture, sauf que mon besoin de travailler, mon besoin de travailler pour les peuples autochtones, des fois embarque, dévore l'artiste par moment. Mais Alors, j'aimerais ça éventuellement pouvoir m'arrêter une fois de temps en temps. Je caresse un peu le projet de... J'aimerais aller à Auschwitz-Birkenau pour écrire. J'ai été visiter le camp de concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen et ça m'a frappé. Et, euh, et c'est un chemin que j'aimerais faire parce que toute ma vie, j'ai toujours rien voulu savoir de l'Holocauste, de ces documentaires, de ces films. J'avais comme une répugnance face à ça. Peut-être parce que c'était trop proche de notre expérience à nous. C'est peut-être ça. Je me rappelle, le seul film que j'ai pu regarder, c'est La liste de Schindler. D'ailleurs, quand j'étais justement en Europe, on m'a dit que justement, c'était pas tant Monsieur Schindler, mais Madame qui a travaillé fort. Euh, et, euh, et par la suite, quand j'étais en Allemagne, j'ai eu la chance de venir en Allemagne, j'ai compris beaucoup de choses, puis j'ai vu aussi des sentiments communs entre l'Allemagne et ici au Canada, ou dans tout pays qui a vécu un génocide, un holocauste. Il y a comme, ils appellent ça en allemand la Collective Schuld. Bon, excusez mon allemand, mais on appelle ça culpabilité collective et on le retrouve ici, au Canada, au Québec, dans cette façon de se sentir coupable, de se sentir mal à l'aise face à ce qui s'est passé au pays et peut-être exacerbé par les cimetières autochtones, le cas de Mme Echaquan, et tous ces cas-là. Euh, s- Souvent, quand je commence mes conférences, j'explique aux gens, vous allez entendre des choses dures, vous allez entendre des choses difficiles, vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir coupable. Mais j'ai dit, dites-vous que c'est pas de votre faute. C'est pas vous qui avez écrit la loi sur les sauvages, la loi sur les Indiens, qui avez voulu les pensionnats, qui avez voulu l'arabe des années 60, 70, 80, ce n'est pas vous. Si vous êtes là pour nous aider à faire une société un peu plus vivable pour nous et nous aider, là, on jase. Mais si vous êtes là en pensant que la colonisation, c'est bien, on a un sérieux problème. Donc, euh, puisse ce voyage se réaliser, j'ai hâte de vous lire sur ce sujet-là. Sandra, c'est à toi. Oui, Maya, je voulais vous interroger sur la deuxième partie qui s'appelle Une balle en réserve.
que j'ai trouvé, alors je sais pas, hein, c'est peut-être qu'une impression personnelle de lecture, mais que j'ai trouvé plus brutale en fait, dans les mots, plus direct. Et le titre d'ailleurs l'est, hein, Une balle en réserve quand même. Je voulais savoir, si vous recherchiez justement vous-même, dans votre manière d'écrire, à savoir si la douceur pouvait être plus efficace ou la brutalité pouvait être plus efficace, l'une ou l'autre, pour, interpeller, pour mener votre combat et pour aller toucher finalement, le cœur et l'esprit de chacun. Voilà, et est-ce que vous avez, dans cette écriture, une préférence pour la poésie, brutale ou la poésie, voilà, plus ambivalente dont on parlait tout à l'heure? La brusseur. Je veux dire quelque chose de difficile, mais je prendrais une balle pour défendre les miens. N'importe quand. Si je voyais la police arriver chez nous là, pour nous faire du mal, je serais dans les premières lignes. Puis ça serait descendez-moi parce que vous n'en aurez pas fini avec moi. Ça se peut pas détester l'autre à ce point-là. Ce sentiment-là, je l'ai vécu notamment parce qu'il y avait le conflit des Wet'suwet'en à l'époque. Et maintenant qu'on a les réseaux sociaux, on était plus au courant de ce qui se passait de l'autre côté de la barricade. Et on avait même entendu parler d'officiers de police de la GRC qui avaient mis les militants en joue avec leurs armes. Et c'est des choses qui m'avaient, là je vais le dire en bon québécois, qui m'avaient mis en esti. Euh, J'en revenais pas. On nous fait tellement sentir étrangers chez nous. Euh, Quand on a accueilli les premiers colons, c'était pas pour euh, faire du mal, mais que tellement ça s'est reviré d'une manière tellement vicieuse contre nous, puis qu'on nous fait sentir comme ça, comme un truc indésirable, au point de vouloir nous mettre en joue pour nous descendre. Mais je me dis, tout ce qui me reste à ce moment-là, c'est une espèce de rage qui va faire de moi un bouclier, qui va faire de moi quelqu'un qui va recevoir la balle pour protéger les miens. Et c'était vraiment ça, une balle en réserve. J'étais tellement en colère d'entendre les manifestations. Puis c'est drôle parce que pendant le conflit des Wet'suwet'en, on m'avait invité à aller donner une conférence à l'armée canadienne. Et c'était sur inscription volontaire. Et j'étais nerveuse un peu. Mais c'était des gens qui avaient justement voulu s'inscrire et qui étaient vraiment curieux. J'ai pas eu de réaction hostile, j'ai pas eu de. Fait que ces expériences-là me donnent espoir. Ils font que, ah, OK, ça vaut la peine de continuer à vivre, ça vaut la peine de continuer à construire des ponts, ça vaut la peine d'aller vers l'autre. Vous parlez aussi d'incertitude du futur. Vous en avez parlé à l'instant également, sûrement plus aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'hier encore. Comment vous voyez l'avenir, Maya, dans 50 ans, en 2074? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? C'était quoi finalement ce monde qui se repense? Hmm. Bon, il est tard chez vous, fait que je ne vais pas vous donner un problème d'alcool. Un optimisme résigné. Je sais pas, j'ai pas beaucoup confiance en l'humanité en ce moment. Pas comment on gère la planète, pas comment on gère le besoin de dépenser, de consommer, de se battre, de tuer l'autre. Je suis très perplexe, mais en même temps, c'est des sources d'inspiration pour un poète. Parce qu'on a toujours besoin comme d'une certaine souffrance pour écrire, je pense. Parce que moi, je le dis souvent, ma joie, je ne l'écris pas, je la vis. Mais ma souffrance, ma mélancolie, ma tristesse, je la mets par écrit. C'est ma manière de l'exorciser. Euh, je ne sais pas, en fait. Est-ce que tout ce qui me reste, de toute façon, ça ne coûte rien de garder espoir. Fait que c'est comme ça que je vais répondre là-dessus. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'il faut se réveiller. Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières du Canada, notamment je pense notamment à ce texte-là, à ce poème-là, Mon pays me hait, notamment où vous exhortez le Canada à reconnaître l'Holocauste, où clairement il y a un message fort, puissant. Est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à ce poème-là, notamment? C'est peut-être le plus puissant. Et vous le dites d'entrée de jeu, vous dites oui, je sais, mais mes mots sont terribles, mais en même temps, ils sont aussi réels.
Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières? Est-ce que vous avez eu des réactions négatives aussi par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette publication? J'ai eu le prix du gouverneur général. C'est tout ce que je C'est ça peux qui est dire. génial. C'est ça qui est incroyable. Tu sais, ça veut dire qu'il m'encourage à continuer. C'est sûr qu'il y a un poème que j'ai écrit récemment, que j'ai écrit sous le coup de la colère. Il n'était pas là-dedans. Puis je ne sais pas ça, si je l'aurais mis là-dedans, je ne sais pas, j'aurais gagné le prix. Mais c'était une colère. Parce que quand on a commencé à trouver les tombes anonymes et les charniers au Canada, le premier ministre Trudeau a mis les drapeaux en berne. Ils devaient l'être pour un certain temps, mais je pense qu'ils sont remontés plus vite que prévu. Et je me rappelle, je sortais du pont Jacques-Cartier pour me retourner chez moi. Je voyais les drapeaux qui étaient revenus et ça m'a mis en colère de voir encore comment on était peu respecté. Et j'ai écrit un poème qui est pas tendre pour l'unifolié, mais vraiment pas, vu qu'il est rouge et blanc aussi, là. C'est une couleur intéressante. Je peux vous le lire ici. Il n'est pas encore publié. Peut-être qu'il va sortir dans le troisième. On va voir la réaction de l'éditeur. Mais tu sais, c'est pas dit avec une vulgarité, c'est dit avec certaines classes. Je sais pas comment le dire. Attendez. Mhm. Un drapeau d'insolence. Vous me direz vos réactions, je serais curieuse de les entendre. Il flotte, la mémoire si courte, oubliant le premier sang. Les nombres augmentent, le vide ne peut que suivre. Chaque charnier repose une histoire, chaque tombe gît anonyme, des destins arrachés à l'existence. Voir s'ébattre au vent insouciant l'emblème d'une trahison. So white but so bloody. Sculpte à même l'os bafoué un stylet de souvenance. Prends ce drapeau pour feuillet. Réécris ce chapitre qui me lacère. Cœur de mère, cœur d'une nation. En attendant, baisse-moi ce chiffon. En effet, de la classe. De la classe. Alors, Il je est reviens raide, juste il est raide un peu, hein. raide, raide, mais viril. Viril. Voilà. Je reviens un peu sur le passage que j'ai cité tout à l'heure pour que vous ayez aussi la teneur du poème. Je suis poétesse et ma mémoire saigne. Mes mots sont mes chaînes, ma colère d'outre-tombe tremble, mes écrits me portent comme une mission. À l'aube d'une résilience prophétique, reconnais l'Holocauste, Canada, mon jeune pays. Aucune fondation n'est solide quand le sang se mêle au ciment, quand nos pleurs sont les premiers chants de l'hymne. Cette dernière phrase, elle est terrible. Elle est terrible. Quand nos pleurs sont les premiers chants de l'hymne. Je trouve Hmm. que vous avez cette puissance et cette classe. En effet, c'est au-delà d'une efficacité, c'est laser, tout en disant les choses, tout en vous engageant. Je trouve que vous avez quand même cette subtilité qui fait que on vous suit. Et je suis persuadé que même ceux qui sont visés vous suivent aussi. Oui, oui. Mais c'est parce que aussi, il se rend compte que je suis pas vindicative. Tu sais, le militant en colère qui revendique toujours dans le cri et la haine, tu sais, qui tombe dans l'extrémisme, on va l'écouter un temps, mais après ça, on va se lasser, on va s'éloigner. Mais le militant qui va aussi qui va démontrer une compassion, qui va montrer une ouverture d'esprit, je pense, est plus à même d'ouvrir le dialogue puis d'essayer de trouver des solutions. Tu sais, j'arrive pas juste avec une vision pessimiste puis juste à dire que c'est la faute de l'autre. On arrive aussi avec des idées, des pistes de solutions et c'est sur quoi ma carrière s'est ancrée, ma carrière professionnelle. Ça a toujours été pour essayer de créer des choses, mettre des choses sur pied, encourager, comme on le disait, la jeunesse. Travailler toujours dans le monde des Premières Nations, c'est comme je le disais plus tôt, c'est vocationnel. Donc, voilà. Et puis, on n'a pas parlé du lichen. Clairement, c'est un élément important. Alors, Hélène parle de ce qui pousse quand rien ne pousse. Ouais. Là aussi, c'est vrai que c'est quand même aussi une belle image. Justement, comment vous expliquez cette adoration de ce lichen? Pourquoi il atterrit dans cet univers finalement qui est totalement différent, qui est totalement singulier, où vous vous engagez clairement? Et là, on voit apparaître ce lichen qui est, alors il n'est pas dans tous les poèmes, mais il est quand même en filigrane, on le sent, on le respire finalement, il est un petit peu partout. C'est un petit peu l'emblème de ce recueil-là. D'où vient cette fascination?
Pour que le caribou vive, ça prend du lichen. Pour que la nation Innu soit, ça prend le caribou. C'est un cercle. C'est quelque chose. C'est le lichen nourrit le caribou va nous nourrir. Et ce qui fait qu'on a cette culture-là autour de ces animaux-là. Puis que pour nous, je trouve que pour moi, la nation Innu, ce sont les enfants du lichen. Puis ça pousse dans mon coin de pays. Tu sais, pour moi, c'est quelque chose que je prends d'acquis, mais je ne sais pas qu'il y a combien de sortes de lichens, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est un autre univers que je connaissais moins, mais la réalité de son existence est vitale pour nous. C'est, puis comme nous, le caribou est un être, oui, un être important, un animal important, mythique dans notre mythologie, dans notre cosmogonie à nous. Il faut le respecter aussi. Et au niveau de l'engagement, je vais mêler deux poèmes qui sont à l'opposé l'un et l'autre, un au début, l'autre à la fin, mais sur le même thème, ou en tout cas j'ai l'impression, sur les mêmes aspects. Nos agresseurs dansaient sur nos tombes afin de nous profaner encore. C'était compté sans nos guerriers, artistes, pourfendeurs, clairvoyants, qui de leurs pinceaux, de leurs talents, nous ramenaient une à la vie. Et l'autre Mhm. et l'autre poème qui traite, entre guillemets, aussi un petit peu de ça, c'est Québec, souviens-toi, où vous dites, les poètes sont sur le pied de guerre, leurs plumes acerbes ou résilientes, il aura fallu un chemin sanglant, jonché de corps, des corps de nos frères et sœurs, pour que les voix de ces multiples rapports, impuissants, émergent de la poussière. Quel rôle vous donnez aux artistes, aux poètes, finalement, aujourd'hui? Quel rôle vous leur donnez? Est-ce que véritablement la poésie sauvera le monde, comme disait Siméon? Finalement, quelle place vous leur donnez à tous ces artistes, à ces voix dont vous faites partie? Je pense qu'on est les piliers. On est les piliers ignorés des cultures. Euh, Tantôt, le premier poème que tu as parlé au niveau des artistes avec leurs traits, leurs outils, c'est une référence à la page couverture de mon premier recueil où ce qu'on voit ma figure. C'est pas un exercice de narcissisme personnel parce que je l'explique parce que j'ai eu cette réaction-là ici au Québec. C'est le peintre Ernest Dominique qui a déjà d'ailleurs exposé au Louvre il y a des années. Et je l'avais approché. Pour moi, je me fais un point d'honneur d'aider un ami artiste pour les pages couverture de mes recueils. Et je lui avais demandé s'il pouvait illustrer. Fait que j'avais envoyé mon recueil, puis il avait accès à mon Facebook. Donc, il y avait des photos de mes grands-mères, de ma mère, de ma sœur. Je dit, il va prendre une de ces images, tu sais. Mais quand il m'a envoyé l'esquisse, c'était mon visage. J'ai comme eu un choc. J'ai dit, mon Dieu, mais pourquoi? J'ai dit, pourquoi moi, tu sais? On m'a tellement appris que ce soit mieux que je sois invisible, tu sais, si je voulais avoir une vie tranquille, que d'exposer mon visage comme ça. Ben, il dit, ton recueil est tellement personnel. Donc, il dit, c'est sûr que c'est toi que je voyais. Donc, j'ai accepté. Et c'est pour ça qu'on retrouve mon visage sur mon premier recueil. Mais en même temps, même des fois, dans cette actualité, je me suis souvent un petit peu ostinée avec un autre écrivain autochtone qui disait que ça se faisait pas de mettre les photos des écrivains. Mais j'ai dit, lui, c'est normal, on connaît sa figure. Mais j'ai dit, nous, les autres écrivains émergents autochtones, on ne nous connaît pas. On a besoin d'être visible. On a toujours été invisible. On a toujours été ce qu'il fallait cacher, ce qui devait disparaître. J'ai dit, pourquoi on ne peut pas avoir notre figure, nous aussi, montrer qui on est? Puis il y avait aussi justement le même artiste que je vous disais tantôt, M. Dominique, qui avait commencé à faire des portraits de femmes, mais de femmes contemporaines autochtones. Et je trouve ça bien de pouvoir les mettre en image, de les mettre de l'avant, de leur donner la chance de, de, de montrer leurs beaux traits et tout. Et tout à l'heure, Parce on parlait. qu'on nous a tellement dit aussi qu'être une femme autochtone, c'était pas beau, puis ou ben, c'était comme juste un fantasme sexuel. Tu sais, à un moment donné, il faut aller au-delà des préjugés. Donc, être respecté aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'avenir et dans le récit aussi, vous faites parfois des rêves ou en tout cas vous avez des envies. Et celle-ci, je rêve d'une humanité sans papier où l'eugénisme nouveau agonisera, mais le tamis est tenace. La poétesse Inou restera muette, l'appartenance n'est pas la sienne. Est-ce que c'est aussi, ça fait partie de vos rêves finalement, d'avoir une humanité sans papier? Elle est forte cette phrase aussi.
C'est une humanité que j'ai partagée avec Ariane. Et son ouverture envers l'autre, son désir d'aider l'humain dans ses bons combats, en tout cas de ce que j'ai pu observer quand j'étais, là, je suis au Théâtre du Soleil, mais elle a été à Kiev récemment. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, l'humanité, puis justement, elle les aide, les sans-papiers, hein, on le sait. Et puis aussi, c'est une allusion parce que nous, on a besoin de notre carte de statut autochtone pour prouver qu'on est bien des Indiens inscrits. Donc, c'est un peu une allusion un peu à tout ça. Puis oui, l'eugénisme nouveau, on le voit encore, hein, ça remonte, là. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. C'est par M. Serge Bouchard, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, qui nous avait parlé de l'eugénisme en Europe, comment il y avait un palmarès des races, et comment nous, les Autochtones, on était les bons derniers. On n'était ni beaux, ni intelligents, puis on devait disparaître. C'est quelque chose qui m'avait fortement ébranlé. Donc, oui, l'eugénisme, pour moi, c'était important d'en parler dans ma poésie pour dire, hey, on le sait que ça existe, on vous voit venir, ceux qui y pensent. Je pose une question régulière aussi à chaque invité sur un auteur méconnu, un auteur ou une œuvre méconnue que vous aimeriez faire découvrir aux lecteurs et à d'autres, et peut-être à Amaury aussi, pour reconnaître aussi certaines influences, finalement. Qui avez-vous choisi ce soir, Maya? Ah, j'en ai deux, trois. Allez, allez, on vous les offre. On- Accepte. ça va peut-être décourager vos collègues français à l'écoute, mais c'est des livres de Anne Gollon que j'aime beaucoup. Parce qu'avant, ils partaient beaucoup sur le nom de Anne et Serge Gollon, mais depuis ce que j'ai pu comprendre à cette époque-là, ça paraissait mieux un livre qui était publié par des hommes, donc Anne avait mis le nom de Serge aussi. En tout cas, j'ai pas tout su l'histoire, mais maintenant, ces noms, les Angéliques renaissent, mais avec le nom de Anne Gollon seulement. Fait que, est-ce qu'elle est méconnue à cause de la préséance masculine ou non? Donc, puis c'est des livres que j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup des mots de vocabulaire que j'ai retrouvés là-dedans qui m'ont inspiré dans ma poésie. Bréviaire, d'ailleurs, a été influencé par Angélique, parce que même si c'était un personnage là, inventé. Ma mère écoutait beaucoup ces films-là quand j'étais jeune. Puis je trouvais que c'était bien monté, que j'aimais beaucoup comment le français était parlé là-dedans, les châteaux que ça montrait, Versailles. Fait que ça, c'est pour moi, que la première fois que j'étais en France et que j'étais à Versailles, c'était comme un rêve que je vivais. Et, euh, et Bréviaire, c'est né, en fait, c'est pas tant la référence liturgique, mais dans le livre d'Anne Gollon, notamment dans Angélique et le roi, euh, Angélique est amie avec des personnages historiques qui ont déjà vécu, dont notamment Ninon de l'Enclos. Et à cette époque-là, Ninon supposément chapeautait un jeune écrivain, Jean de La Fontaine, qui sortait ses fables. Et elle avait surnommé ses écrits Bréviaire pour une femme sensible. Et le thème, cette définition-là m'avait frappé. J'ai dit un jour, je vais réutiliser ça. Et c'est comme ça que Bréviaire est venu. Eh bien, c'est en effet une influence surprenante. Oui, hein? Surprenante, on n'y avait pas pensé. Eh bien, Maya, je vous propose maintenant de nous lire un second extrait Oui, bien sûr. en espérant que j'en ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup d'extraits, j'espère que ce ne sera pas le même. Vraiment, merci. Euh, un surprenant, Draupadie et Tsakapèche. Je n'ai ni sa chevelure, ni un destin qui traverse le temps. On ne jouera pas ma vie, sauf ici dans le grand théâtre du maintenant. Prince des silences, je marcherai encore avec toi, dans des forêts aux portes closes. Les heures s'étiraient langoureuses, nous donnaient ces instants précieux. Les chants lancinants encore résonnent, égrenés entre nos pas, sertis de pluie. Des fois, je me dis, mon Dieu, c'est moi qui ai écrit ça. C'est bien vous, c'est bien vous. Justement, j'ai peut-être une dernière question. Tout à l'heure, on parlait de peut-être d'autres pans littéraires que la poésie. Est-ce que vous avez envie finalement d'écrire autre chose que de la poésie? Est-ce qu'au contraire, la poésie restera votre canal d'engagement et de diffusion, ou au contraire, vous avez envie peut-être d'aller au-delà du roman, finalement, pourquoi pas, un essai, pourquoi pas aussi? Est-ce qu'il y a d'autres pans qui peuvent être explorés par Maya Cousino-Molène? Le conte pour enfants, j'ai publié un conte pour enfants il y a quelques années qui est sorti et qui va bien.
D'ailleurs, la maison d'édition l'a réimprimé. Ils l'ont sorti durant le temps de Noël. Donc, ils le réimpriment durant le temps de Noël. Il n'y a rien d'autochtone dedans, sauf que c'est une histoire vraie qui m'est arrivée, mais que j'ai mis des animaux à la place des personnages. Mais je travaille sur un autre projet de conte pour enfants, mais peut-être des enfants un petit peu plus vieux, puis qui est plus proche de ma culture, qui touche un peu à mon adoption. Euh, donc, il y a ce projet-là. Il y a un roman, mais ça, les romans, c'est vraiment plus dur pour moi à coucher, là. C'est une gestation qui est assez longue. Je devais d'ailleurs travailler sur ce roman-là quand j'étais passé un mois au Théâtre du Soleil en 2019, mais c'était tellement vibrant de d'autres choses que ça m'a complètement sorti de l'idée, le roman. Mais il est là, il est dans mes documents. Je vais le lire, je regarde. J'ai écrit aussi une nouvelle dans le recueil Amoun, Oui. euh, d'ailleurs que Amaury a gentiment publié. Ouais. Il a changé quelques mots dans ma nouvelle, mais bon, c'est la seule fois que je lui ai permis. Oui, merci. Merci de le montrer. Et d'ailleurs, qui a été publié en allemand, en anglais, en France et tout. Et il y a une nouvelle dedans qui s'appelle Mitatamun, qui veut dire en gros regret. Et donc, j'explore certaines autres voies littéraires, mais c'est la poésie vraiment qui, comme un réflexe chez moi. Donc, puis là, comme je le dis souvent aux jeunes, j'encourage beaucoup les gens à écrire, les gens de ma nation. J'ai dit, écrivez, écrivez, puis des autres nations aussi, tu sais, on a beaucoup d'auteurs inuits, mais j'ai dit, des auteurs atikamekw, Anishinaabe, là, ça commence, tu sais. Donc, j'ai dit, écrire fait voyager, et c'est vrai, là. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup voyagé euh, grâce à mes textes. Et heureusement qu'Amaury est là pour nous faire découvrir aussi ces textes-là via les éditions de Paysages, parce que sinon, je pense que on aurait attendu encore Mm. longtemps pour vous entendre en tant qu'auteur Inou. Et Euh, il y a quelques ouais. années, il le fait. Oui, oui. C'est ce que justement, ce que je voulais ajouter, c'est par quoi aussi j'ai commencé. Mais vous imaginez, pour une petite maison d'édition située au pied des Pyrénées en France, le premier recueil de poésie, c'est l'équivalent d'un prix Goncourt. Ça dit tout aussi finalement aussi du regard ou peut-être de la considération des éditions dans le monde francophone pour cette poésie autochtone. C'est pas normal, en théorie, que ce soit des paysages qui publient ça. Il faudrait que ce soit publié peut-être d'emblée par Gallimard. C'est énorme. On nous fait aussi comme cadeau en pouvant publier Maya. Mais voilà, ça dit aussi beaucoup de choses de cette marginalisation. Évidemment, nous, on lutte contre. N'empêche que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fort quand on constate ça. Et justement, alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout à l'heure, je crois que tu as dit, si le recueil marche bien, potentiellement, il pourrait y avoir peut-être un deuxième. Euh, Oui, 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 c'est vrai qu'il a été plutôt bien accueilli par les libraires. C'est alors effectivement la poésie, on nous dit toujours faites attention, c'est compliqué. Oui, bien sûr que c'est compliqué. C'est pour ça que ça nécessite de parler longtemps en avance à différents acteurs, dont diffuseurs, distributeurs. Mais il y a aussi le fait que quand un libraire s'engage, contrairement même à un roman, malheureusement, il l'achète pour un certain temps. Il va lui laisser du temps normalement à ce recueil pour vivre, pour exister, pour se vendre. Alors que les essais, au bout d'un mois ou deux, ils nous reviennent. Et malheureusement, c'est la tendance également pour les romans. Vous avez entendu dire que la plupart des libraires hurlent face à la surproduction, et c'est une réalité. Et la poésie, c'est peut-être un petit oasis, justement. C'est une possibilité d'avoir du fond, un ouvrage de fond. Et ce qui fait que les libraires nous laissent le temps d'exister. C'est vrai que là, il a été plutôt bien accueilli. Le recueil qui est sorti tout juste, le deuxième qui arrive, c'est celui de Natacha Canapé-Fontaine, qui est également indisponible en France, qui avait été publié chez Mémoire d'Encline, qui est apparu la semaine dernière. Et on a déjà l'idée d'un troisième recueil qui sera au mois d'octobre. Je crois que je te l'avais dit aussi, Maya, c'est celui de Virginia Pessemapa au bord de l'eau. Et c'est Marche pour Cindy qui est là également extrêmement émouvant, mais il faudra en reparler puisque là aussi il y a toute une histoire autour de ça. Et il y a déjà ces trois recueils qui existeront. Pour les prochains, il faudra effectivement que les libraires continuent de nous suivre là-dessus, mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait de l'accueil qui est réservé. Et finalement, moi, des retours que j'ai, que ce soit par les lectrices, les lecteurs, bien sûr, mais aussi les petits mots des libraires en disant ça nous fait du bien. Et comme je vous avais dit, on n'avait pas lu ça. On n'avait jamais lu ça. eh bien, c'est merveilleux. Voilà. Il est temps de vous remercier tous les deux. Merci infiniment, Maya, Amaury. Merci à vous, merci à toi, Anthony, merci Maya. Merci Merci infiniment. tellement. Merci. C'est toujours un plaisir de faire des coucous à l'Europe et à la France. J'ai hâte d'y retourner. On vous accueillera avec grand plaisir, Maya.
Très belle soirée à tous et bonne journée. Du coup, Maya, parce qu'il y a quand même un petit décalage. Ben oui, Mhm. On a réussi à la faire, cette rencontre, et je j'en vais vous suis. donner, par exemple, un petit scoop. Le troisième titre de mon troisième recueil, je vais peut-être travailler avec le Norrois pour le troisième, les éditions Le Norrois. Ça va s'appeler La bienveillance du chat noir. Très bien, très bien. Et oui, le chat est encore là. Voilà. Eh oui, Il a enfin sa place sur un livre. C'est bon. merci. Merci à tous. Et lisez mais non, lisez, je suis tellement habitué. Lisez ce recueil, évidemment, mais qui peut se lire comme un roman, mine de rien. On pourrait, concrètement. Il y a tellement de tension, il y a tellement d'engagement et de colère qu'on pourrait, très bien, même si Sandra fait la moue, mais c'est pas grave. Je continue. Merci infiniment à tous les deux. Enfants du Lichen, aux éditions de Paysages de Maya Cousineau Molène. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.